Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve avec un épisode qu'on aime, un peu particulier, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas donné d'interview. On abordera plusieurs sujets avec une spécialiste de l'occulte, Raven Batory, basée dans le Grand Est. Et petite surprise, pour cette fois, c'est la première de l'histoire du podcast qui n'est pas inopinée ou une erreur. Vous allez découvrir ma vraie voix. Je vous laisse écouter cet entretien d'une vingtaine de minutes. On abordera pas mal de sujets qui vont, j'en suis sûr, vous intéresser et restez jusqu'au bout parce qu'elle va raconter une histoire très très flippante. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. Bonjour, je m'appelle Raven, je suis occultiste professionnelle depuis plus de 12 longues années maintenant. Je suis du Grand Est, je suis une sorcière. Je pratique la sorcellerie de base, positive et négative, parfois ça peut arriver, mais toujours dans l'équilibre et le juste. J'ai une éthique. Je pratique également la cartomancie, je pratique la médiumnité, la psychométrie, la cristallomancie, l'hypnothérapie aussi, les exorcismes non religieux, les nettoyages chez les personnes, les expulsions d'entités également. Vous pouvez me retrouver donc sur Occult Room sur YouTube, Raven Batory 6 sur Twitch, Raven Batory sur TikTok et bien entendu sur mon site professionnel Mystique Voyance, MYSTIQUE, plus loin Voyance, où vous pouvez retrouver toutes mes compétences et mes services ainsi que mes tarifs. Quand on entend ces dizaines de pratiques, est-ce qu'il y a une base qui est née? Est-ce que c'est un sentiment d'empathie? Qu'est-ce qui est en fait à l'origine de tout ça et qui va développer en fait? Ça fait partie déjà des deux côté de ma famille, en fait, de la lignée familiale. Moi, ça a commencé, j'avais 2 ans et demi. J'ai commencé à voir des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Est-ce qu'il y a des dons principaux et des dons secondaires, des dons qui supplantent les autres, on va dire? Oui, chez moi, c'est la médiumnité. Donc, le fait d'avoir un contact avec les entités, en fait, en ordre général, et la sorcellerie, ainsi que la psychométrie aussi. Tu disais qu'au début, tu voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Comment tu t'en es rendu compte, en tout cas? Je ne veux pas forcément rentrer dans ce que tu as vu, mais comment tu t'en es rendu compte? Je m'en suis rendu compte quand j'étais plus âgée. Un jour, il y a une amie à moi, on se balade dans la rue et puis je vois une femme en face de nous qui a l'air très pressée, quoi. Et puis, elle fait pas attention aux autres personnes autour d'elle. On marche vers elle et là, je vois qu'elle se décale pas. Donc moi, je me décale. Et je lui dis désolée. Et là, il y a mon amie, elle me regarde comme ça, puis elle me dit mais tu parles à qui? Je lui dis bah je parle à la dame là, elle était très pressée. Et elle me dit mais il y avait personne, Raven. Ok. Wow. Et là je lui dis bah si. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est à partir de cette expérience-là que tu as commencé à t'intéresser ou tout ce domaine de sorcellerie, cartomancie sont arrivés un peu plus tôt? C'est plutôt, en fait, j'ai commencé à toucher à la cartomancie, j'avais 6 ans avec mon père lors de la tempête de 98. On n'avait plus d'électricité, plus rien et en fait, mon père a sorti le jeu de cartes. Tu as eu ce premier contact avec les cartes. Comment tu as su développer ta palette de pratiques dans le temps? Est-ce que tu as des rencontres? Est-ce que c'est toi toute seule qui te faisais des sessions d'apprentissage? Comment tu as appris à pratiquer et à développer? Déjà, mes capacités, malheureusement ou heureusement, elles se développaient d'elles-mêmes. Donc, ça a été également un problème pour moi. Et puis, vers l'âge de 13 ans, à la sortie de l'école, je me suis fait, on va dire, alpaguer par l'une des personnes qui faisait partie de ma première confrérie, en fait, dans laquelle je suis rentrée. Donc, une confrérie, c'est un ordre secret dans lequel on nous transmet des connaissances et on nous aide, en fait, à développer nos capacités pour ne pas être un danger ni pour nous, ni pour les personnes autour de nous, en fait, et apprendre à les contrôler concrètement. Je suis sortie de l'école, il était 16h, j'attendais ma mère, et là, il y a une voiture noire qui passe donc devant moi. Et j'y fais pas attention parce qu'il y avait beaucoup de voitures pour venir chercher les enfants. Je vois un homme qui sort de la voiture en costard. Il m'appelle par mon prénom, mon deuxième prénom que personne ne connaît, et mon nom de famille. Il me dit bonjour, si tu veux savoir des choses par rapport à ta famille, je reviens dans 7 jours, mais il faudra que tu viennes avec moi pour que je te montre tout ça. Il est reparti et je pensais pas que 7 jours plus tard il allait revenir.
Mais si, si, il est revenu. Et il n'est pas sorti de sa voiture cette fois-ci. Ok. Il a baissé sa vitre et il me regarde et il me dit alors, tu montes ou tu montes pas? Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit ok, je viens. Et là, il m'a amené là où tout a commencé. C'est vrai que c'était très particulier, quoi. Quelque part, en fait, je me sentais pas en danger avec lui. Je savais qu'il allait pas me faire de mal. Et c'est là où tout a commencé, en fait. Et il t'a inspiré quelque chose juste de positif quand même, parce que dans pas mal de contextes, personne n'aurait suivi. Il avait une énergie rassurante. Petit à petit, grâce à cette confrérie qui t'apprend à maîtriser et pas mettre en danger les autres. J'ai développé donc effectivement le reste de mes capacités qui jusqu'ici se sont toutes bien développées. Une capacité ne s'apprend pas, elle est déjà ancrée à l'intérieur de nous dès notre naissance. Elle se développe, mais elle s'apprend pas. Mais ça se développe, je dirais, tout seul. C'est ça le danger aussi, c'est que si en fait on ne fait rien et on laisse se développer comme ça tout seul, sans contrôle, bah, ça peut vite dégénérer. Quels sont les domaines les plus demandés par, si on peut appeler tes patients ou tes clients d'ailleurs, j'ai pas le terme. J'appelle ça des consultants et des patients parfois. Le plus demandé, ça va être la cartomancie, ça va être l'hypnothérapie. Alors l'hypnothérapie par contre, c'est quelque chose qui s'apprend, hein, c'est pas une capacité innée. Ça va être la sorcellerie aussi, c'est moi ce que j'appelle des contrats, le nettoyage et l'expulsion d'entités donc dans les lieux qui vont être beaucoup plus ciblés. Quand c'est vraiment très habité, je suis obligée de me déplacer pour expulser l'entité qu'il y a là-dedans parce que c'est plus vivable pour les gens. Oui. Quand on parle de nettoyage d'habitation, est-ce que tu sens comme des pressions sur ton cœur? Est-ce que tu vois des choses? Comment ça se passe concrètement si là, moi, j'avais une maison habitée, ce qui est peut-être le cas, je sais pas. Mais si tu vois quelqu'un derrière moi, ne me le dis pas. Ça te fait comme du mal physique ou est-ce que c'est quelque chose, un ressenti? Quand j'arrive déjà devant la propriété, je sens déjà des marquages énergétiques. Ensuite, quand je rentre dans l'habitation, je sais si c'est positif ou si c'est négatif. Et je sais si c'est plus ou moins gros ou s'il y en a plusieurs. Et ensuite, quand je vais commencer mon travail, c'est là où je vais vraiment savoir déterminer ce que c'est comme type d'entité. Si c'est démoniaque, si c'est juste humain, si c'est autre chose, ça je vais pouvoir le déterminer plus en profondeur. Il y a un prisme de religion quand même dedans. Non, pas du tout. Nous, en tant qu'occultistes professionnels, on n'a aucun dogme, ni doctrine, ni religion en fait, qui rentre en ligne de considération dans le sens où on fait en sorte d'expérimenter les choses et d'en voir le résultat. Si effectivement il n'y a aucun résultat, bah poubelle. Si on voit du résultat, effectivement, là, on peut se dire qu'effectivement c'est réel. Alors parfois c'est olfactif. Mais la plupart du temps, c'est un ressenti. C'est un ressenti émotionnel. Par exemple, tu vas quelque part et puis tu te sens comme si t'es pas le bienvenu ou parfois t'as des frissons alors qu'il fait pas froid. Ta méthode, c'est plutôt de te dire, voilà, dans un premier temps, je discute avec la personne, je vérifie si c'est pas des bêtises, mais en tout cas si je peux aider, et puis après tu aides. C'est comme ça que tu fonctionnes à peu près? J'ai un protocole. Pour moi, il est important d'être mis en place dès que j'ai un cas, parce que il est important pour moi de savoir si la personne elle est saine d'esprit ou pas à ma venue. Et si, par exemple, elle n'a pas vécu d'événements traumatiques qui pourraient en fait la mettre dans ce genre de situation émotionnelle, elle pense voir, entendre ou ressentir des choses parce que, par exemple, elle tombe dans une phase de dépression ou non. Est-ce que tu te considères comme une thérapeute de l'occulte? J'arrive pas chez les gens, entre gros guillemets, où je prends pas en appel de consultation des personnes sans qu'elles viennent à un moment donné à me lâcher des choses personnelles, parfois très intimes. J'ai cet aspect un petit peu... psy sans l'être, du coup. T'as des cas de gens, on parle d'exorcisme, où t'as réussi à améliorer l'état d'une personne? Bien sûr, j'ai fait une vingtaine d'exorcismes non religieux. Hein. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'a quand même assez, moi-même, un petit peu perturbée. Il y a une dame qui m'appelle un jour, elle me dit « Oui, Raven, bonjour, je suis tombée sur votre site. J'ai un problème avec ma fille. » Donc, sa fille, elle avait moins de 10 ans. Hein. J'ai un problème avec ma fille. Alors, au début, je croyais qu'elle avait un ami imaginaire, mais visiblement, c'est pas le cas. C'est vraiment réel. Il y a des objets qui bougent, il y a des choses qui se passent et le comportement de ma fille, c'est juste pas possible. Est-ce que vous pouvez venir?
Bon, moi, je reste toujours sur la réserve. Je dis oui, pas de souci. Donc, je donne un rendez-vous. J'arrive chez elle. Donc, la mère, elle m'ouvre. Elle était pas bien du tout. Ça se voyait qu'elle avait pas dormi depuis plusieurs nuits. Elle me dit, voilà, j'ai retrouvé donc ma fille il y a quelques nuits de ça dans sa chambre, en train de dessiner sur le mur des symboles et sur ses mains aussi. Alors, elle m'a montré des photos. Et quand elle m'a montré ces photos-là, c'est impossible qu'une gamine de moins de 10 ans, elle puisse connaître ces symboles, qui sont des symboles de transmutation, en fait, d'échange de corps, d'esprit, en fait, entre un esprit physique, donc vivant, hein, dans un corps vivant, et un esprit et une entité, en fait, de l'autre côté, quoi. Et là, je commence à dire, oui, effectivement, il y a un problème. Donc, je vais voir la gamine, et la gamine, elle me dit, le monsieur se cache parce qu'il savait que j'allais venir et qu'il m'aime pas, que j'étais méchante. Je lui dis, d'accord. Je dis, il ressemble à quoi, le monsieur? Et là, elle me dit, bah, en fait, il est grand, il a un chapeau noir et il a une grande veste noire. Bon, il est où, le monsieur? Elle veut pas me le dire. Elle a peur, elle est stressée, elle est pas bien. Je lui dis, c'est bon, t'inquiète pas. Je dis, je vais le faire partir, le monsieur, en fait. Et elle me montre du doigt son armoire. Donc, je vais voir dans l'armoire et là, j'ouvre les portes de l'armoire et je vois 2 yeux jaunes me regarder dans une masse noire totale. C'est effectivement ce qu'on appelle un homme en noir. Du coup, j'ai réalisé un rituel de sorte à le sceller dans une prison. Donc, en fait, c'est une procédure particulière. Je fais un nettoyage complet dans la maison des habitants, en fait. J'ai appris que cette maison-là, la maman l'avait achetée parce que c'était une maison dans laquelle il y avait eu un crime. Cette maison-là avait été moins chère parce que justement il y avait eu quelque chose dedans. Une fois que je suis partie, je leur ai laissé de quoi avoir des protections, etc. pour pas que ça recommence. J'ai pris des nouvelles d'elle au fur et à mesure du temps et tout allait bien. Mais c'était quelque chose d'assez hard, quoi. Par rapport à un exorcisme religieux, un exorciste occulte, on lit des passages de livres, on met les mains par-dessus quelqu'un, est-ce qu'on a une croix? Non, en fait, l'exorcisme occulte, alors on va avoir un dialecte bien défini, effectivement, qu'on aura effectué préalablement selon l'entité que nous aurons définie, en fait. Nous n'utilisons pas de crucifix, ni d'idole, ni de Bible ou quoi que ce soit d'autre. Nous, on utilise d'autres choses, on va dire, comme par exemple des pierres, des encens particuliers. Comme en tant qu'occultiste, on a des accès particuliers. Alors, pas tous les occultistes, mais certains particuliers, comme moi, avons des accès en tant que médium de palier 5 à certains plans que d'autres n'ont pas accès. On a une certaine reconnaissance de la part de certaines entités. Donc, on a plus de facilité, je dirais, à pouvoir avoir un impact sur elles que d'autres. On a contact avec des entités particulières, que ce soit sur des entités démoniaques ou célestes, ou humaine, ce qui nous permet en fait d'avoir plus de poids sur le fait de pouvoir chasser une potentielle entité. T'avais fait du spiritisme aussi? T'en fais? Ouais, je fais ça depuis l'âge de 13 ans. Okay. Tout à fait. Avec là, c'est par contre, on peut respecter les clichés, en tout cas les images véhiculées. Il y a une planche de Ouija, des oui, des non, des choses comme ça ou... Ouais, bien sûr, planche de Ouija, oui, non, au revoir, des lettres de l'alphabet. Et puis, on peut aussi dire qu'effectivement, ça reste extrêmement dangereux. Moi, j'ai des réponses de manière rapide et régulière, mais c'est parce que je pratique depuis l'âge de 13 ans. Oui. Donc, ça fait très longtemps. Donc, j'ai cette habitude-là de canaliser en fait mon énergie correctement via la planche. Mais ça se peut que j'ai pas de réponse, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Si l'entité n'a pas envie de discuter, elle répondra pas. Hein. Mais les personnes lambda, en ordre général, c'est plus compliqué parce que, en fait, elles n'arrivent pas à canaliser correctement leur énergie dedans parce qu'il y a un mélange entre l'énergie physique et l'énergie en fait astrale. C'est plutôt des gens qui cherchent à recontacter une personne, qui ont du mal à faire un deuil, c'est généralement ça ou c'est parfois positif? Alors, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir un contact en fait entre gros guillemets réel dans le plan physique avec leurs défunts. Des personnes aussi qui ont du mal à faire du deuil, mais il se peut aussi que ce soit des personnes qui ont envie de rentrer en contact avec leur soi-disant guide. Moi, je dis soi-disant parce que j'appelle pas ça comme ça, mais voilà. C'est pas des gens qui veulent parler à Michael Jackson. Mais moi, je refuserais en fait de travailler pour ça concrètement. Il y a un truc vraiment qui m'a
marqué dans la lecture de ton blog, c'est tout ce qui est de l'analyse de terrain ou de nouvelles habitations avant achat. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens ou une personne qui qui t'a déjà contacté en amont pour dire écoute, ce terrain je le sens pas, ou cette nouvelle maison vide avant même l'achat je la sens pas. Est-ce qu'on peut limite avec l'agent immobilier, je sais pas si c'est comme ça, mais on te fait passer pour quelqu'un d'autre au pire, mais visiter, ça se passe, enfin c'est déjà arrivé? Oui, il y a des personnes qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à trouver des personnes qui sont dans la capacité de les accompagner pour vérifier en fait les terrains ou les maisons effectivement qu'ils souhaitent acquérir pour voir si c'est sain entre gros guillemets et si ils n'auront pas forcément de problèmes par la suite, parce que ça peut vraiment engendrer des problèmes par la suite, hein. Sur un plan financier, sur un plan physique, sur plein de choses ça peut impacter la personne et les nouveaux propriétaires, hein. Donc faut faire très attention. Les terrains ça peut être en relation avec anciennement la guerre. Les maisons, ça a une mémoire, hein. Ça absorbe beaucoup les énergies, les maisons, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir pour savoir l'avenir, tout ça, forcément, du coup? Je pars du principe où quand on vient me voir pour de la cartomancie, on est prêt à tout entendre. Ouais. Tu fais pas de magie noire? Ah, on n'appelle pas ça comme ça chez nous. On appelle ça de la sorcellerie négative, de la sorcellerie de sang. Moi, je suis sorcière d'ombre. C'est-à-dire que je prends du positif, du négatif, et je fais en sorte que la balance, elle reste tout le temps droite. J'ai une éthique, contrairement à certains autres. Je refuse de travailler pour des personnes où j'estime que c'est pas légitime, hein, concrètement, hein. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer sur les réseaux sociaux tout en sachant que la sorcellerie a eu et a toujours une grosse aura maintenant sur TikTok, mais j'imagine qu'en 2012 ou 2013 sur Instagram, c'était pas le même délire. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux, enfin sur les plateformes sociales telles que YouTube, Twitch, TikTok, pour faire comprendre aux gens que ce que l'Inquisition avait mis en place était faux. Décriminaliser tout ce qui avait été dit, les amalgames qu'il y a autour, leur faire comprendre en fait que la sorcellerie, c'est pas que du mal et qu'on peut faire de grandes choses avec et que ça s'explique. Que les sciences occultes, donc ce que les scientifiques n'arrivent pas à prouver, donc les sciences cachées, les sciences de l'occultisme, peuvent être expliquées de manière différente, mais elles peuvent être expliquées et testées, prouvées, et que ça n'est en rien quelque chose uniquement de mauvais. Et c'est là où j'ai commencé donc à avoir une communauté et ils ont extrêmement bien accroché. Alors bien sûr, j'avais des trolls, j'avais des harceleurs, j'avais des menaces aussi, hein. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai reçu une lettre ensanglantée dans ma boîte aux lettres, s'il te plaît. J'ai reçu aussi des sales sorcières, on va te brûler, on va venir chez toi, on va te brûler sur un bûcher, c'est tout ce que tu mérites. Enfin bref, mon but c'est que ce soit regardé par ceux par qui ça doit être vu. Merci Raven. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais, soit un médium, soit quelqu'un sur YouTube que tu adores, que tu aimerais écouter en interview? Quelqu'un que tu suis? Paranormal Stranger. Il est enquêteur dans le domaine du paranormal, lui, et il récolte des témoignages paranormaux de la part des gens. Moi, je vous invite aussi, les auditeurs de Dans le Noir, à aller écouter Raven Bathory. Raven, R-A-V-E-N, Bathory, B-A-T-H-O-R-Y. C'est hyper intéressant. Les lives, ils sont vraiment poussés. Vous avez même la possibilité d'avoir accès à d'autres lives encore plus poussés de médiumnité, de choses comme ça. Je crois que c'est un abonnement spécial. Mais voilà, elle est humaine, elle est passionnée. Ça se ressent dans l'entretien, mais aussi dans ses commentaires partout. Elle a une communauté bienveillante. Donc, je vous invite à la découvrir sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Je connaissais même pas le compte YouTube, donc je suis ravi de le découvrir. Je te remercie Raven. Merci à toi surtout.